Imaginez la France en 1933. Le pays tout entier semble retenir son souffle, suspendu entre les souvenirs encore brûlants de la Grande Guerre et les grondements sourds d'un avenir incertain. Dans les rues de Paris, le pavé résonne différemment. Les kiosques à journaux affichent des unes anxieuses. La crise économique, partie d'un Wall Street lointain en 1929, a fini par traverser l'Atlantique et elle mord à présent la chair de l'Hexagone. Les usines tournent au ralenti, les salaires fondent et dans les campagnes, on resserre la ceinture. Pourtant, au cœur de ce tumulte, une lueur d'élégance et de génie créatif persiste. Cette année-là, entre les débats houleux de la Chambre des députés et les premiers frémissements d'une crise politique qui allait voir défiler 6 gouvernements en 12 mois, les ateliers de la monnaie de Paris s'apprêtent à frapper un objet qui, près d'un siècle plus tard, fera battre le cœur des collectionneurs et résonner les tiroirs-caisses des plus grandes ventes aux enchères. Nous allons plonger ensemble dans l'histoire fascinante de la pièce de 20 francs à argent de 1933, à l'effigie de la Marianne Laurée de Pierre Turin. Installez-vous confortablement, car ce récit va vous emmener bien au-delà du simple métal. Ce que vous allez découvrir, c'est la généalogie secrète d'une pièce qui dort peut-être encore, anonyme, dans une vieille boîte à biscuits, un grenier poussiéreux ou même, tenez-vous bien, au fond d'un pot à monnaie oublié, toujours prêt à circuler comme une vulgaire pièce de monnaie, alors qu'elle porte en elle l'ADN d'une époque révolue et un potentiel capable de changer une vie. Pour comprendre l'âme de cette pièce de 20 francs, il faut d'abord se glisser dans la peau d'un Français de 1933. Le pays est dirigé par le gouvernement d'Édouard Daladier, un radical qui tente de tenir la barre dans la tempête. Les ligues d'extrême droite manifestent, le chômage grimpe et l'on sent partout cette vibration étrange des époques qui basculent. Les gens ont peur pour leur épargne, l'or, ce refuge éternel, est thésaurisé. Mais l'argent métal, celui que l'on tient dans la main, celui qui sonne sur le comptoir des bistrots et des merceries, conserve une place centrale dans la vie quotidienne. La pièce de 20 francs, en argent massif, est alors ce que l'on appelle une monnaie divisionnaire de prestige. Elle pèse lourd, elle brille d'un éclat blanc et froid, et elle représente une somme non négligeable, capable d'offrir un beau repas, quelques litres de vin ou un vêtement modeste. C'est la pièce que l'on offre aux enfants pour un anniversaire, celle que l'on glisse dans une enveloppe en guise d'étrenne, celle que l'on cache sous une pile de draps parce qu'on se méfie des banques. Et en 1933, c'est précisément cet objet du quotidien qui va connaître une mue artistique remarquable sous les doigts d'un graveur de génie. Pierre Turin n'est pas un inconnu lorsque la monnaie de Paris fait appel à lui. Né en 1881 à Ceucy-en-Brie, il a été formé aux arts décoratifs avant de s'illustrer dans l'art de la médaille et de la gravure monétaire. Son style, résolument moderne, épuré, puise dans la sève de l'art déco tout en maintenant une dignité classique. En 1929 déjà, il a proposé un type monétaire pour la pièce de 10 francs qui a séduit par sa vigueur. Mais pour la 20 francs, il va donner une œuvre d'une intensité rare qui traverse le temps sans jamais prendre une ride. La Marianne qu'il imagine n'est pas une allégorie poussiéreuse figée dans un bonnet phrygien conventionnel. C'est une figure de proue, le regard fier tourné vers l'horizon, la chevelure ceinte d'une couronne de laurier qui évoque à la fois la victoire et la sagesse antique. Ce visage féminin, à la fois sévère et profondément humain, incarne une république forte, enracinée, capable de résister au vent mauvais qui souffle sur l'Europe. Le profil est net, le nez droit, la mâchoire volontaire. Les lauriers ne sont pas un simple décor. Chaque feuille est ciselée avec une précision qui accroche la lumière, créant un jeu d'ombre qui donne du relief à l'ensemble. Le mot République française court le long du listel, épousant la courbe de la pièce dans une typographie sobre et parfaitement équilibrée. Tournons à présent cette pièce entre nos doigts. Le revers est tout aussi puissant. Pierre Turin a choisi un coq, symbole gaulois par excellence, mais il le traite avec une monumentalité inédite. L'animal est campé sur ses deux pattes, le poitrail bombé, la crête dressée, les ailes légèrement déployées comme s'il s'apprêtait à chanter face au soleil levant. Ce coq ne picore pas, il proclame, son plumage est gravé avec une minutie qui rend hommage au savoir-faire des artisans de la monnaie. Chaque plume semble vibrer. Sous le coq, la valeur faciale s'inscrit en gros caractères. 20 francs. Et tout autour, la devise républicaine Liberté, Égalité, Fraternité encercle la scène, scellant l'union de la tradition nationale et des valeurs universelles. Le mot fraternité est d'ailleurs placé juste au-dessus de la tête du coq, comme une bénédiction laïque. La tranche, elle, n'est pas en reste. Elle porte l'inscription Dieu proche la France pour certaines frappes,
ou bien estrié selon les époques. Mais pour le millésime 1933, c'est la tranche striée qui prévaut dans la mémoire des collectionneurs, même si des variantes existent et que nous allons devoir examiner chaque détail comme des orfèvres. La frappe de 1933, exécutée dans les ateliers du quai de Conti à Paris, fut un tour de force technique. La pièce de 20 francs Turin est une monnaie en argent au titre de 680 millièmes, ce qui signifie qu'elle contient 68% d'argent pur, le reste étant essentiellement du cuivre. Elle pèse exactement 20 grammes et son diamètre est de 35 millimètres, ce qui en fait une pièce remarquablement large et lourde pour l'époque. Quand on la tient dans la paume, elle impose immédiatement par sa présence physique. Le flanc est large, la frappe est profonde et le relief des motifs est si haut qu'il donne l'impression de pouvoir sculpter la lumière. Pour obtenir une telle qualité, les balanciers de la monnaie de Paris ont dû exercer une pression considérable, usant rapidement les coins. Chaque coin gravé à la main par Turin ou sous sa supervision directe était une œuvre d'art éphémère, promis à l'érosion par la répétition implacable des frappes mécaniques. Et c'est là que le destin de la 1933 commence à écrire sa légende. Le tirage officiel de la 20 francs d'argent type Turin pour le millésime 1933 s'élève à seulement 100 000 exemplaires. Ce chiffre, qui peut paraître élevé pour un non-initié, est en réalité d'une rareté abyssale si on le compare aux millions de pièces frappées les autres années du type entre 1929 et 1939. 100 000 pièces mises en circulation, c'est une goutte d'eau dans l'océan monétaire de la France de l'entre-deux-guerres. Mais le pire ennemi de cette pièce, ce n'est pas l'usure du temps, c'est la spéculation et les aléas de l'histoire. Dès les années qui suivirent sa frappe, la valeur intrinsèque de l'argent métal a commencé à fluctuer dangereusement. Beaucoup de ces 20 francs ont été thésaurisés, puis, lorsque les cours de l'argent se sont envolés ou lorsque les familles ont eu besoin de liquidités, des milliers, des dizaines de milliers d'entre elles ont tout simplement été fondues. Les creusets des bijoutiers et des affineurs ont englouti une grande partie de ce patrimoine. Les conflits mondiaux ont fait le reste. Sous l'occupation, les Allemands réquisitionnaient les métaux non ferreux. L'argent français a ainsi servi à financer l'effort de guerre ennemi ou à fabriquer des bijoux dans des officines clandestines. La pièce fondée disparaissait, retournait à l'état de lingot anonyme. Chaque fonds était un coup de poignard dans le cœur de la numismatique. Aujourd'hui, les estimations les plus optimistes suggèrent qu'il ne subsiste peut-être que quelques milliers d'exemplaires authentiques de la 1933, tous états de conservation confondus. Et parmi ces survivantes, une poignée seulement mérite le qualificatif de splendide ou fleur de coin. Mais ce n'est là qu'une partie de l'histoire, car la pièce de 20 francs Turin de 1933 n'est pas seulement rare à cause de la fonte et des aléas historiques. Elle est aussi un véritable piège à collectionneurs, un casse-tête de la détection des faux et des retirages. Comme toute pièce devenue iconique, elle a suscité très tôt l'intérêt des faussaires. Certaines contrefaçons sont grossières, coulées dans du métal blanc à base de plomb ou d'étain, avec des reliefs mous et un son mat, mais d'autres sont de véritables chefs-d'œuvre de malveillance, réalisés avec du bon argent, parfois même en utilisant d'authentiques flancs de l'époque, frappés avec des coins copiés avec une fidélité démoniaque. Les plus dangereuses sont les retirages officieuses effectués après-guerre avec des coins usés, ou des fabrications modernes réalisées à la demande de collectionneurs peu scrupuleux. Apprendre à reconnaître l'authentique 20 francs 1933 de Pierre Turin est donc un exercice qui demande autant de connaissances que d'intuition. La première chose qu'il faut comprendre, c'est la notion d'état de conservation. Dans le vocabulaire numismatique, une pièce se juge sur une échelle qui va de médiocre à fleur de coin, en passant par très très beau, superbe et splendide. Pour la 1933, un exemplaire en état très très beau, c'est-à-dire ayant circulé mais dont tous les reliefs principaux sont encore bien visibles, peut déjà se négocier plusieurs centaines d'euros. Mais dès que l'on bascule dans le superbe, avec la trace du brillant d'origine encore perceptible dans les champs protégés et une usure infime uniquement sur les points les plus hauts, le prix flambe. En état splendide, où le velours de frappe est intact à 90%, la cote dépasse allègrement le millier d'euros. Enfin, en fleur de coin, c'est-à-dire absolument aucun défaut, la surface entièrement préservée sous son brillant d'origine, le velours mat du coin neuf encore frémissant, nous entrons dans un territoire où chaque spécimen est une œuvre d'art en soi. Une pièce fleur de coin n'a jamais été touchée, jamais frottée, jamais respirée trop fort. Elle est un instantané de l'année 1933. Les fleurs de coin de ce millésime sont si rares qu'elles n'apparaissent sur le marché qu'une ou deux fois par décennie.
Parlons technique, justement. Pour juger une 1933, il faut un éclairage rasant, une loupe de grossissement 10 et beaucoup de patience. On observe d'abord le grenti, ce cordon de petits points qui entoure la pièce au plus près du listel. Sur les vrais turins, les points sont réguliers, bien centrés, sans empattement. Sur les fausses, le grenti est souvent irrégulier ou déformé. Ensuite, on s'intéresse aux points de contrôle, ces détails du coin qui sont comme des empreintes digitales du graveur. Par exemple, observez la couronne de laurier de Marianne. Sur le coin droit, juste au-dessus du front, une feuille particulière doit présenter une nervure centrale très fine qui va en s'amincissant. Sur les coins faux, cette nervure est souvent trop épaisse ou absente. Regardez le regard de Marianne. La paupière supérieure est légèrement ourlée. Le globe oculaire, bien que de profil, doit donner une impression de vie. Les faussaires peinent à reproduire cette délicatesse et le regard devient mort, vitreux. Sur le revers, le coq est un champ de mine pour les contrefacteurs. Les plumes de la queue sont arquées, superposées, et les plus longues doivent presque toucher le listel. Le brin d'herbe sous la patte droite du coq doit être net, non fondu. La patte, elle, comporte un ergot minuscule, parfois à peine visible à l'œil nu, mais parfaitement distinct à la loupe. Si l'ergot est noyé dans un méplat, méfiance immédiate. L'étude de la tranche est un chapitre à elle seule. La pièce de 20 francs Turin 1933 possède normalement une tranche striée avec des cannelures fines et parallèles. Le nombre de stries est un indice précieux. Sur Elle Autonétique, on en dénombre 192. C'est un chiffre rarement vérifié par les non-initiés, mais il constitue un critère discriminant absolu. Certaines copies présentent un nombre de stries inférieur ou des stries trop larges ou mal alignées. D'autres, plus anciennes, ont une tranche lisse, ce qui peut indiquer une variante rarissime, mais le plus souvent une falsification, car il existe une variante légitime à tranche lisse, mais elle est en fait une frappe spéciale destinée aux essais, et elle est si rare qu'on peut passer une vie entière sans en croiser une seule. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons le joyau ultime de cette quête. Le poids constitue également un test fondamental, 20 grammes précisément, avec une tolérance infime de l'ordre de quelques centigrammes pour une circulation normale. Si la pièce est trop légère, elle a pu être rognée, limée, ou tout simplement être en métal vil plaqué argent. Si elle est trop lourde, c'est une anomalie qui peut être le signe d'une fortune. Posez la pièce sur une balance de précision. Si l'aiguille dépasse 20 grammes de manière significative, votre cœur doit commencer à battre plus fort. L'épaisseur est un autre secret bien gardé. La 20 francs Turin régulière mesure environ 2 mm d'épaisseur. Prenez un pied à coulisse, mesurez-la. Si votre instrument vous indique soudainement 3 mm, voire plus, vous pourriez bien être en train de manipuler l'un des trésors les plus mythiques de la numismatique française. Avant de révéler cette facette ultime, je veux que vous ressentiez l'atmosphère de la France de 1933, parce que c'est dans cette atmosphère que sont nées les anomalies qui font aujourd'hui notre fortune. À la Monnaie de Paris, le directeur des essais, un certain Albert Désiré Barre, descendant d'une dynastie de graveurs, supervisait les travaux. À cette époque, il était de tradition de réaliser, en marge de la production courante, des pièces dites de plaisir ou de présent. Ces frappes spéciales étaient exécutées sur des flancs plus épais, en métal pur ou selon des procédés particuliers. Elles étaient offertes aux dignitaires, aux ministres, aux grands commis de l'État ou conservées dans les archives de la monnaie comme témoignage du savoir-faire. Ces pièces de prestige portent le nom de pied de fort. Un pied de fort, c'est une monnaie frappée avec les mêmes coins que la circulation courante, mais sur un flanc d'une épaisseur double, parfois triple. Son poids est donc logiquement doublé. Pour la 20 francs Turin, le pied de fort pèse 40 grammes, voire un peu plus selon les tolérances de l'époque. Son épaisseur atteint près de 4 mm. Il est massif, presque brutal, et quand on le tient, on a l'impression de posséder un galet de métal précieux. Les archives de la Monnaie de Paris, quand elles sont consultables, indiquent que pour le millésime 1933, le nombre de pieds de fort frappés se compte sur les doigts d'une main. Certains documents parlent de 3 exemplaires, d'autres de 5. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont jamais été destinés à la circulation. Ils étaient des cadeaux, des objets de collection instantanés. L'un d'eux aurait été offert au président de la République de l'époque, Albert Lebrun, grand amateur de numismatique qui possédait une collection personnelle de monnaie française. Un autre aurait été remis à Pierre Turin lui-même en signe de reconnaissance pour son travail. Un troisième exemplaire aurait rejoint le médaillé de la monnaie,
où il est toujours conservé précieusement. Mais les autres se sont évaporés dans les limbes de l'histoire. Peut-être offerts à des visiteurs de marque, peut-être égarés lors d'un déménagement, peut-être volés et revendus à des particuliers qui ignoraient tout de leur nature exceptionnelle. Imaginez un instant la scène. En 1934, un haut fonctionnaire reçoit ce pied-de-fort dans un écrin de cuir frappé des armes de la République. Il le montre fièrement à sa famille, puis l'oublie dans un tiroir. La guerre arrive. L'écrin se dégrade, la pièce roule et atterrit dans un pot à monnaie parmi des sous troués et des francs de la quatrième République. Les années passent. Les petits-enfants jouent avec ce gros jeton brillant, puis le jettent dans une tirelire. Et un jour, quelqu'un se dit: Tiens, cette pièce de 20 francs est bien épaisse, elle doit être fausse. Et c'est là que le miracle peut se produire. Car cette pièce, cette anomalie pondérale, ce monstre d'argent de 40 grammes, n'est pas une fausse. Elle est l'un des grâles absolus de la numismatique moderne. Sa rareté est telle qu'il est impossible d'établir une cote fixe. Chaque apparition publique est un événement sismique. Nous y voilà. Vous m'avez suivi à travers les dédales de l'histoire, les secrets d'atelier et les astuces d'experts. Il est temps de parler chiffres, mais pas n'importe comment. La valeur d'une pièce est une chimère faite de rareté, d'état, de provenance et de désir. Pour une 1933 Turin classique, en état de circulation moyenne, bien usée mais authentique, un collectionneur déboursera entre 200 et 400 euros. En état superbe, le prix oscille entre 1500 et 2500 euros. En splendide, on franchit la barre des 4000 à 6000 euros. En fleur de coin, le ciel est la limite. Mais l'objet dont nous parlons n'est pas une simple 1933. Si, en tenant une pièce dans le creux de votre main, vous constatez qu'elle est anormalement lourde, qu'elle pèse 40 grammes, que sa tranche est lisse ou qu'elle présente une frappe médaille, c'est-à-dire que les deux faces sont dans le même sens et non tête-bêche, vous devez vous asseoir, vous devez respirer calmement, vous devez prendre conscience que ce que vous tenez n'est pas une monnaie de circulation, c'est le pied-de-fort de 1933, et cette pièce, quelques centimètres carrés d'argent frappé, possède une valeur vénale qui, dans l'état actuel du marché, peut atteindre 30 000 euros. Oui, 30 000 euros, ce nombre n'est pas une exagération. Il est le reflet d'une réalité de marché, certes élitiste, mais bien tangible. Lorsque l'un de ces pieds de fort émerge, c'est une bataille feutrée mais féroce qui se joue entre les plus grands collectionneurs de la planète. Les maisons spécialisées le savent, les experts le savent, et les initiés retiennent leur souffle. 30 000 euros, c'est le prix d'une voiture neuve, d'un apport pour un appartement, d'un rêve qui se matérialise. Et le plus sidérant, le plus exaltant, le plus difficile à croire, c'est que certains de ces pieds-de-fort dorment encore, inconnus de tous, dans des endroits où on ne les soupçonne pas. Ils peuvent être dans une boîte à chaussures remplie de vieux francs chez une grand-tante, dans une enveloppe Kraft au fond d'un coffre de banque oublié depuis un demi-siècle, ou pire, être encore en train de rouler de main en main, utilisé comme simple pièce de 20 francs par quelqu'un qui ne voit qu'une grosse pièce argentée. Car oui, la chose la plus surprenante dans cette histoire, celle qui glace le sang des numismates, c'est que ces pièces, y compris les rarissimes pieds-de-fort, ont une valeur faciale qui les rend encore techniquement utilisables dans les échanges jusqu'au passage à l'euro, et même au-delà, personne n'ayant jamais formellement démonétisé les espèces métalliques anciennes dans l'esprit des gens. Elles ont pu circuler, être dépensées pour un timbre, un croissant, une baguette de pain. Bien sûr, elles ne sont plus acceptées dans le commerce, mais combien de mains profanes les ont tenues sans comprendre? C'est une idée vertigineuse alors. Comment réagir si vous pensez avoir une telle pièce entre les mains? Le premier conseil est le plus important. Ne la nettoyez jamais. Jamais, sous aucun prétexte. Le nettoyage est le pire ennemi du numismate. Un simple chiffon, un produit pour argenterie, un bain de vinaigre ou même une gomme et vous réduisez la valeur de la pièce de moitié, voire plus. La patine, cette couche d'oxydation qui s'est formée au fil des décennies, est sacrée. Elle est la preuve du passage du temps, un manteau de noblesse. Un pied-de-fort nettoyé, c'est un livre ancien dont on aurait gratté la reliure. Prenez la pièce du bout des doigts, par la tranche, sans toucher les faces. Placez-la dans une capsule en plastique inerte, sans PVC. Observez-la à la loupe, pesez-la, mesurez son épaisseur. Notez toutes les caractéristiques, le poids au dixième de gramme près, le diamètre au dixième de millimètre, le sens des faces. Prenez des photos en lumière naturelle, sous plusieurs angles. Mais surtout, gardez le secret dans un premier temps. Ne vous précipitez pas chez un numismate du quartier.
Tous n'ont pas les compétences pour une telle rareté, et certains pourraient, par ignorance, vous donner un avis erroné ou tenter une offre dérisoire. Ce qu'il faut, c'est contacter un expert reconnu, de préférence affilié à une organisation professionnelle comme la Compagnie des experts en monnaie et médailles. Vous pouvez également soumettre la pièce à un grand cabinet d'expertise ou à une maison de vente de dimension internationale. Ils organiseront un examen confidentiel, souvent gratuit, et pourront vous délivrer un certificat d'authenticité. La procédure d'expertise elle-même est un rituel fascinant. L'expert commence par un examen visuel à la loupe binoculaire. Il scrute les champs, le listel, la tranche. Il compare la pièce à la documentation de référence, aux ouvrages de Victor Guillotot, de Gadery, aux archives photographiques de la Monnaie de Paris. Il peut utiliser un spectromètre à fluorescence X pour analyser la composition du métal sans endommager la pièce. Ce petit boîtier envoie un rayonnement qui excite les atomes de la surface et renvoie un spectre caractéristique. En quelques secondes, l'expert sait si la pièce est en argent 680 millième ou si elle contient du platine, du plomb ou toute autre impureté qui trahirait une contrefaçon. Ensuite vient l'analyse pondérale et dimensionnelle avec des instruments d'une précision diabolique. Une balance de laboratoire peut déceler un écart de 5 milligrammes. Un palmé micrométrique mesure l'épaisseur avec une résolution de 1 micron. Si la pièce est un pied de fort, son poids doit être d'environ 40 grammes, mais il peut y avoir de très légères variations dues au réglage des presses de 1933. L'expert le sait, il connaît les tolérances de l'atelier de frappe. Il va également étudier le tranchant, ce qu'on appelle le cordon de Listel, et le détail des cannelures si la tranche n'est pas lisse. Certains pieds de fort ont une tranche lisse, d'autres une tranche striée, d'autres encore une tranche portant la mention Dieu proche la France en creux. C'est cette infinie variété qui fait le sel de la numismatique de haut vol. Une fois l'expertise rendue, le verdict tombe. Si la pièce est déclarée authentique, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le cercle très fermé des collectionneurs. On ne vend pas un tel objet par petite annonce. La valorisation obéit à des règles subtiles. La provenance peut jouer un rôle énorme. Si l'on peut retracer l'historique de la pièce jusqu'au dignitaire qui l'a reçue en 1933, la valeur peut bondir. Par exemple, si un carnet, une lettre, une photo attestent que ce pied de fort a appartenu à Albert Lebrun, alors nous ne sommes plus seulement dans le domaine numismatique, mais dans celui des souvenirs. Historique, chaque trace écrite, chaque initiale gravée, chaque écrin d'origine ajoute une couche de désirabilité. Mais revenons à notre cœur de sujet, cette pièce de 20 francs 1933 sous toutes ses formes. Il ne faudrait pas que l'éclat du pied de fort éclipse les autres trésors que recèle ce millésime, car la numismatique n'est pas unidimensionnelle. Elle est une jungle de variétés, d'erreurs de frappe, de coins cassés, de flancs fautés, et chaque anomalie est une pépite potentielle. Parmi les variantes les plus recherchées de la 1933, il y a ce que les spécialistes appellent les coins morts, c'est-à-dire des coins qui ont été utilisés au-delà de leur usure normale, produisant des reliefs écrasés sur certaines zones. Certains collectionneurs recherchent activement ces pièces dites à faible relief car elles illustrent les conditions de travail de la monnaie en période de crise. D'autres variétés concernent la position de la tranche par rapport aux faces. Normalement, quand on tient la pièce face à soi et qu'on la fait pivoter sur son axe vertical, le revers doit apparaître à l'envers, c'est la frappe dite monnaie. Si les deux faces sont dans le même sens, c'est une frappe médaille. Pour la 1933, la frappe médaille est exceptionnelle et indique généralement une production spéciale. Les coins ayant pivoté accidentellement dans le balancier, l'incident est rarissime et très recherché. Il existe aussi des erreurs de légende, des lettres omises, des doubles frappes. Imaginez une pièce où Marianne voit son profil légèrement dédoublé, comme si elle se déplaçait dans un miroir brisé. Ces exemplaires, frappés 2 fois par un flanc qui a glissé, sont uniques ou presque. Ils suscitent une fascination et des prix qui défient la raison. Et puis, il y a l'histoire des exemplaires en métal autre que l'argent. Avez-vous déjà entendu parler des essais en or? En 1933, la Monnaie de Paris a pu frapper, à des fins de présentation, des vins francs turins en or jaune, en or rouge, voire en platine. Ces essais, parfois appelés frappes du graveur, ne dépassent pas quelques unités. Leur poids est celui d'une pièce en or, plus lourd que l'argent,
et leur éclat est tout simplement surnaturel. La valeur d'une 20 francs Turin 1933 en or est quasi inestimable car la plupart sont conservés au musée de la monnaie. Mais qui sait, une collection privée formée au début du siècle pourrait en receler un. Les historiens se souviennent de la collection du roi Farouk d'Égypte, dispersée après la Révolution. Farouk, monarque fastueux, possédait un ensemble unique de monnaies françaises modernes, dont des turins en or. Après la dispersion, certaines pièces sont entrées sur le marché, d'autres se sont volatilisées. C'est un roman d'aventure qui court encore. Pour en revenir à notre pièce d'argent de 1933, il faut que je vous conte l'histoire émouvante de ce collectionneur normand qui, en 2015, vida la maison de sa grand-mère décédée. Dans le double fond d'une vieille armoire normande, il découvrit une boîte à cigares remplie de monnaie en vrac. Il y avait des Napoléons en or, des écus de Louis-Philippe, et là, roulée dans un bout de feutrine, une grosse 20 francs Turin 1933. Il la manipula machinalement, mais son poids anormal l'intrigua. Il la mit de côté, fit des recherches sur Internet, puis prit rendez-vous à Paris. Le verdict tomba. Pied-de-fort orthodontique de 1933, état splendide. La nouvelle de cette découverte fit le tour des gazettes numismatiques. La pièce fut finalement adjugée pour 27 500 euros hors frais. L'héritier put s'acheter une maison avec un jardin, réaliser un rêve, simplement parce qu'il avait eu la curiosité de peser une vieille pièce trouvée dans un grenier. Cette histoire, je ne la raconte pas pour susciter des illusions faciles, mais pour ancrer dans votre esprit que le miracle monétaire appartient au monde réel. Il ne tient qu'à un fil, celui de la connaissance. La connaissance, c'est aussi savoir détecter les signaux faibles. Une pièce de 20 francs 1933 qui a séjourné dans la terre peut présenter une patine verte ou brune, signe d'une oxydation du cuivre contenu dans l'alliage. Cela n'altère en rien sa rareté si les reliefs sont restés intacts. Certains collectionneurs apprécient même ces patines de trouvailles, preuve d'une vie souterraine mystérieuse. Peut-être la pièce a-t-elle été cachée pendant la guerre, dans un jardin, par une famille juive déportée, puis oubliée. Peut-être a-t-elle été enfouie par un avare en 1940 pour échapper aux réquisitions. Chaque pièce est une archive muette. La 1933 a vu l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne voisine, l'incendie du Reichstag, les premiers exils d'artistes et d'intellectuels vers la France. Elle était dans les poches des Parisiens qui lisaient les exploits d'Air France, toute jeune compagnie, ou qui frissonnait devant les romans de Simon. C'est la pièce de l'exposition coloniale qui venait de fermer ses portes, celle des derniers feux des années folles. La tenir, c'est un peu toucher le temps. Si vous avez la chance de posséder une 1933, même banale, prenez le temps de l'observer vraiment. Posez-la sous une lampe, voyez comment la lumière glisse sur la joue de Marianne, comment elle ourle ses lèvres d'un trait brillant. Remarquez la discrète signature du graveur. Pierre Turin a souvent placé son nom complet, P. Turin, sous le buste en lettres minuscules. Sur certaines variétés, le point après le P est absent. Sur d'autres, il est collé au listel. Ces micro-différences sont le langage secret de l'atelier. Les ouvriers réglaient les coins à la main, et chaque réglage laissait une signature involontaire. C'est en étudiant ces infimes variations que les numismates reconstituent les tables de généalogie des frappes, attribuant chaque pièce à un coin mère et à un coin père précis. Ainsi, on sait aujourd'hui que pour la 1933, au moins 3 paires de coins différentes ont été utilisées, numérotées mentalement par les experts en coin A, coin B, coin C. Le coin A se reconnaît à un petit défaut en forme de virgule dans le champ, sous le menton de Marianne. Le coin B a une légère cassure sur le premier L de République. Le coin C, le plus rare, fut retiré très vite car il produisait une faiblesse de frappe sur la patte droite du coq. Posséder une pièce issue du coin C en bon état est un trophée de connaissance. La beauté de cette pièce intellectuelle rejoint la beauté purement plastique de l'objet. Pierre Turin était un amoureux de la Renaissance italienne. Regardez sa Marianne. Elle a la gravité d'une médaille de Pisanello, la noblesse d'un camée antique. Ses cheveux sont traités en mèches souples qui ondulent comme des vagues de blé. La couronne de laurier n'est pas un simple accessoire. Elle comporte des baies, ces petits fruits ronds que l'on distingue à la loupe. Comptez-les, il y en a exactement 7 visibles. Le chiffre 7, symbole de perfection, n'est sans doute pas un hasard. Le coq, lui, a des ergots acérés, un œil perçant,
un plumage qui semble bruire. Sa posture est celle d'un gardien, un protecteur de la valeur monétaire. Le graveur a réussi le tour de force de rendre dynamique un motif héraldique figé. C'est là toute la magie de l'art déco monétaire français, cette école qui, de Turin à Morlon, en passant par Bazor, a su insuffler la modernité dans le métal tout en respectant la tradition classique. Maintenant que nous avons exploré la dimension artistique, historique et technique, il est temps de plonger dans l'aspect le plus pratique, celui qui vous intéresse si vous avez soudainement envie de fouiller votre grenier ou votre tiroir à monnaie. Quels sont les gestes à adopter dès maintenant? D'abord, ne sous-estimez jamais une pièce simplement parce qu'elle est sale. Une 1933 couverte de crasse noire peut cacher une splendeur. N'essayez surtout pas de la décaper avec une brosse métallique ou du détartrant, car l'argent, sous l'action de produits acides, devient poreuse et mate, perdant à jamais le brillant d'origine. La seule méthode acceptable est un bain dans de l'acétone pur, suivi d'un rinçage à l'eau distillée et d'un séchage à l'air libre sans frotter. Mais cette méthode est réservée aux pièces vraiment très sales et aux mains expertes. Mieux vaut s'abstenir. La patine noire, qu'on appelle la patine de cabinet lorsqu'elle est irisée de reflets bleus ou violets, est magnifique et protège le flanc. Elle ajoute de la valeur. Ne la détruisez pas. Ensuite, équipez-vous d'une bonne loupe à grossissement X10, d'une balance de précision de poche et d'un aimant. L'argent n'est pas magnétique. Si votre pièce colle à l'aimant, c'est qu'elle contient du fer ou du nickel, et c'est une fausse moderne. Pesez-la. 20 grammes précis, c'est la norme. 20 grammes et demi, c'est suspect, mais il peut s'agir d'une simple variation de flanc. 40 grammes, c'est l'alerte rouge. Mesurez son épaisseur au pied à coulisse, environ 2 millimètres. Si elle est plus épaisse, répétez la mesure sur plusieurs points. Vérifiez le diamètre, 35 millimètres. Certaines fosses sont légèrement plus petites, car le faux monnayeur a utilisé une matrice copiée d'une pièce authentique, et le métal en refroidissant s'est rétracté. Comparé avec une autre pièce de 20 francs Turin d'une année différente et commune, comme 1934 ou 1935. Le style général doit être identique, mais chaque millésime a ses propres petits secrets. En 1933, le point séparant le millésime du mot franc sur le revers est parfois plus proche du S que sur les autres années. Ce détail peut paraître insignifiant, mais c'est un indice pour dater le coin. Il est également essentiel de comprendre le contexte juridique. Ces pièces, même si elles sont techniquement démonétisées depuis le passage à l'euro, font partie du patrimoine national. Vous êtes libre de les détenir, de les vendre, de les transmettre. Toutefois, en cas de découverte d'un trésor, c'est-à-dire une cachette de pièces anciennes, la loi française prévoit un partage entre l'inventeur et le propriétaire du terrain. Mais pour une pièce unique trouvée dans un meuble familial, aucune inquiétude, elle vous appartient pleinement. En revanche, si vous découvrez un pied-de-fort d'une valeur exceptionnelle et que vous décidez de le vendre, sachez que la transaction doit être déclarée et qu'elle est soumise à l'impôt sur les plus-values sur biens meubles, sauf à bénéficier d'un régime d'exonération pour les ventes inférieures à un certain seuil ou pour les biens détenus depuis plus de 22 ans. Consultez un conseil fiscal, la somme de 30 000 euros mérite bien que l'on s'entoure de précautions. Je vous sens frémir à l'évocation de cette somme. Elle est vertigineuse, en effet. Mais au-delà de l'argent, ce qui rend cette aventure si passionnante, c'est la quête elle-même, la possibilité, ténue mais réelle, qu'un objet de peu négligé, ignoré, puisse se révéler un trésor insoupçonné. Nous vivons dans un monde où tout semble digital, dématérialisé. Nos transactions se font en clics, nos économies en lignes de code. Le contact avec le métal précieux, avec le poids de l'histoire, prend une dimension presque spirituelle. Chaque pièce de 20 francs 1933 est un message dans une bouteille lancé par les ouvriers du quai de Conti, un message qui a traversé les guerres, les crises, les réformes monétaires. La tenir, c'est décacheter cette lettre. Si en plus ce message est écrit en lettres d'or massif, ou sur un flanc 2 fois plus lourd que la normale, c'est une missive royale. Restons un instant sur ce chiffre mirobolant de 30 000 euros. Il ne sort pas de nulle part. Il est le résultat d'un marché mondialisé où les collectionneurs américains, asiatiques et européens se disputent des pièces françaises devenues des icônes. La 1933 Pied-de-Fort s'inscrit dans la catégorie des Great Rarity de la numismatique moderne. Aux États-Unis,
Une simple pièce de 10 cents de 1894 peut valoir 1 million de dollars. En Angleterre, un penny de 1933 se négocie à prix d'or. La France a aussi ses légendes. Le Pied-de-Fort Turin 1933 en est une. Lors d'une vacation célèbre, un exemplaire a dépassé les 30 000 € sous le marteau, dans une salle comble où l'on retenait son souffle. Depuis, ce seuil psychologique est devenu une référence. Mais rien ne dit qu'un spécimen en état exceptionnel, avec une provenance illustre, ne pourrait s'envoler bien au-delà. La rareté ne fait qu'augmenter avec le temps, car chaque année, certains exemplaires sont perdus, détruits ou définitivement immobilisés dans des musées. Et ce qui est véritablement affolant, c'est de penser que certaines de ces pièces, y compris les plus rares, n'ont pas encore été identifiées. Combien de pères Dieu ont effleuré sans le savoir une surface d'argent valant un pactole? Je me souviens d'une anecdote rapportée par un marchand de monnaie parisien. Un homme entra dans sa boutique avec un sac de pièces héritées de son père, toutes mêlées, de la monnaie de la 4e République, des euros, des francs lourds. Le marchand triait distraitement quand son pouce rencontra une tranche anormalement large. C'était un Pied-de-Fort 1933 dans un état de conservation incroyable. L'homme l'avait presque jeté à la borne de recyclage des métaux, pensant que c'était un faux jeton. Il ignorait tout. Il était venu pour vendre quelques Napoléons et se faire un peu d'argent de poche. Il est reparti avec de quoi s'acheter un studio. Son père lui-même ne savait pas ce qu'il possédait. La pièce était passée de génération en génération sans que jamais personne ne la remarque. C'est cela le pouvoir de la connaissance, révéler la valeur cachée dans le quotidien. Cette histoire vous donne peut-être envie de vous lancer. Sachez qu'il n'y a pas de honte à être débutant. La numismatique est une science joyeuse et accessible. Commencez par vous procurer le catalogue Le Franc, la Bible des monnaies françaises. Feuilletez-le, imprégnez-vous des photos. Allez dans les bourses aux monnaies, ces rassemblements où les collectionneurs échangent, discutent, partagent. Posez des questions, même celles qui vous semblent naïves. Les numismates sont souvent des passionnés heureux de transmettre. Mais soyez aussi prudents. Comme tout domaine où l'argent est en jeu, la numismatique attire des personnages peu recommandables. Les arnaques existent. Fausses pièces vieillissent artificiellement, faux certificats, fausse histoire. Un vendeur qui vous presse, qui refuse l'examen à la loupe, qui vous propose une affaire trop belle pour être vraie doit immédiatement éveiller votre méfiance. La règle d'or est d'acheter la pièce avant l'histoire. La pièce parle d'elle-même, son métal, sa frappe, son poids. Voilà ce qui compte. Je veux aussi rendre hommage à Pierre Turin lui-même, dont le destin fut brillant mais discret. Il fut graveur général des monnaies de 1931 à 1958, une longévité exceptionnelle qui lui permit de superviser la création de nombreux types monétaires. Son style épuré, géométrique sans être froid, a marqué l'entre-deux-guerres. Mais Turin n'était pas qu'un fonctionnaire zélé. C'était un artiste sensible qui sculptait le plâtre avec une sensualité remarquable avant d'en confier la réduction au pantographe. Ces modèles originaux en plâtre, lorsqu'ils réapparaissent sur le marché de l'art, valent eux aussi une petite fortune. Imaginez la maquette originale de cette Marianne, grande comme la main, où chaque coup de spatule est visible. Turin a su capter l'esprit de son temps, une France meurtrie mais debout, fière, tournée vers la reconstruction et la paix. Sa Marianne n'est pas une guerrière, c'est une veuve digne, une mère protectrice. Ce message, délivré en pleine montée des périls, résonne encore aujourd'hui. Il est temps d'aborder une dimension encore plus intime de la pièce, celle du souvenir. Peut-être votre grand-père vous a-t-il un jour montré une vieille pièce en argent en vous disant: garde-la, c'est de l'argent véritable, ça ne perd jamais sa valeur. Peut-être avez-vous dans un tiroir une de ces pièces de 20 francs reçues en cadeau pour une communion ou un anniversaire. Peut-être l'avez-vous considérée comme un objet démodé, presque gênant. Aujourd'hui, vous savez qu'elle n'est pas démodée. Elle est un fragment d'éternité. Si cette pièce porte le millésime 1933, vous avez entre les mains bien plus qu'un peu d'argent métal. Vous avez un acteur de l'histoire. Pensez aux mains qui l'ont tenue. Un ouvrier de chez Renault, un marchand de vin de Bessy, un instituteur de la Troisième République. Ces hommes et ces femmes sont partis, mais leur humanité est restée prisonnière de ce petit disque blanc. La pièce de 20 francs 1933 est aussi un témoin des grandes mutations esthétiques. L'art déco y triomphe dans ce qu'il a de plus pur: symétrie, stylisation des formes naturelles, puissance évocatrice. Les collectionneurs d'art le savent bien, et certains achètent cette pièce non pas pour sa valeur numismatique,
mais comme une sculpture miniature, une médaille d'exposition. Elle pourrait figurer en bonne place dans un musée des arts décoratifs, aux côtés des meubles de Ruhlmann et des verreries de Lalique. D'ailleurs, le design de cette pièce a influencé de nombreux graphistes et créateurs de monnaies ultérieurs. Lorsque l'on compare la Marianne de Turin avec celle qui orne aujourd'hui les pièces françaises en euros, on mesure la modernité étonnante de cette effigie vieille de presque un siècle. Elle est indémodable, elle pourrait être frappée demain, elle serait encore audacieuse. Ce qui fait le sel du collectionneur, c'est aussi la traque des fautes. Les amateurs de variété sont des limiers. Ils étudient chaque exemplaire à la recherche de l'anomalie qui le distinguera. Pour la 1933, on a recensé des fautes de légende comme mégalithe orthographié avec un seul L suit à un coin bouché par un copeau de métal. Une telle pièce, en bonne condition, peut multiplier sa valeur par 5 ou 10. Une autre erreur, plus rare, est ce que l'on appelle le coin tourné, où la tranche est frappée avec un décalage de 90 degrés par rapport à la normale, rendant la pièce quasi unique. Et puis, il y a les fantaisies, les frappes exécutées par des ouvriers farceurs après leur service, avec des flancs destinés à d'autres monnaies. Par exemple, une 20 francs Turin 1933 frappée sur un flanc de 10 francs pèse 10 grammes au lieu de 20. Ces mules ou hybrides sont des merveilles interdites. Leur rareté est absolue, leur prix est une énigme qui ne se résout qu'au moment où un fou éclairé décide de les acquérir. Mais pour être complet, je dois aussi vous parler de la face sombre de cette quête, la déception. Car oui, la plupart du temps, la pièce que l'on croit miraculeuse n'est qu'une banale pièce de 20 francs usée, sans rareté particulière. Le millésime 1933 n'est pas le seul à avoir été frappé. Les années suivantes, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 et 1939 ont produit des millions d'exemplaires. La 1934, par exemple, a été frappée à plus de 8 millions d'unités. Elle est commune, elle vaut son poids d'argent, c'est-à-dire quelques euros. Il ne faut pas se laisser aveugler par le mirage d'une fortune facile. L'important, c'est le plaisir de la recherche, l'excitation du doute, la joie d'apprendre. Si un jour vous trouvez une 1933 classique, même usée, c'est déjà une belle pièce de collection qui mérite d'être protégée. Si, coup de chance inouï, vous tombez sur un pied de fort, alors oui, votre vie en sera changée. Mais ne focalisez pas toute votre énergie sur ce Graal. Apprenez à aimer l'ensemble de la série, à collectionner par année, par atelier, par variété. Constituez un médaillier, cette boîte de bois à plateau feutré où les pièces reposent comme des joyaux endormis. Classez-les, étiquetez-les, notez leur historique. La collection est une œuvre d'art en soi, le récit d'une vie. Je n'oublie pas l'aspect pratique. Où chercher ces pièces aujourd'hui? D'abord, dans les vide-greniers, les brocantes, les marchés aux puces. Mais il faut être matinal et savoir négocier. Les marchands ne sont pas toujours spécialisés et une pièce rare peut se cacher dans un lot vendu pour une bouchée de pain. Ensuite, les ventes aux enchères publiques où l'on peut acquérir une 1933 avec la garantie d'un expert moyennant des frais. Les sites de vente en ligne, mais là, prudence, les photos sont parfois trompeuses et les retours peuvent être difficiles. Les bourses numismatiques, véritables carrefours d'initiés, sont le meilleur endroit pour apprendre et acheter en confiance. Et puis, il y a l'héritage familial. C'est souvent la source la plus émouvante. On fouille, on trouve une boîte à couture pleine de boutons et de monnaies, et parfois le miracle. Si votre recherche vous mène jusqu'à une pièce de 20 francs 1933 dont le poids est anormal, le cœur se met à battre plus vite. Vous la manipulez comme une relique. Vous observez la couronne, les feuilles de laurier, le coq puissant. Vous faites jouer la lumière, et c'est là, dans cet instant suspendu, que vous touchez du doigt l'éternité de l'art et la fragilité de la chance. Le reste du monde s'efface. Il n'y a plus que vous, cette petite galette d'argent, et le mystère de sa valeur. La question ultime est simple. Votre pièce est-elle le ticket gagnant d'une loterie silencieuse vieille de 1933? La réponse, vous la tenez entre vos mains. Le poids, l'épaisseur, la tranche, tout est là. Si elle est lourde, très lourde, si son épaisseur vous surprend, si sa patine est ancienne et que tout concorde, n'attendez pas. Faites-la expertiser. Vous pourriez bien être celui ou celle qui dévoilera au monde le prochain pied de fort. Et ce jour-là, 30 000 euros seront au bout du chemin, un chiffon de papier dans un râle de banque, ou un virement qui fera frissonner votre compte en banque. Mais même sans cette somme extraordinaire, la découverte d'une simple 1933 automatique est un moment de grâce. Fermez les yeux un instant
Écoutez le tintement cristallin de l'argent. C'est celui des années 1930, celui des machines à vapeur de la monnaie, celui des conversations de café. C'est la musique d'un monde disparu. Vous pouvez le faire résonner en posant délicatement la pièce sur une surface dure. Un son pur, long, vibrant. L'argent chante. Le métal vit sonne mat et court. Cette signature acoustique est un test supplémentaire que les anciens connaissaient bien. Je voudrais maintenant vous faire entrer dans le secret des archives. Que disent les registres de la monnaie de Paris à propos de ce millésime? Les délibérations du comité des monnaies et médailles de l'époque montrent que le choix du type Turin pour la 20 francs ne fit pas l'unanimité. Certains membres du comité trouvaient le coq trop belliqueux, d'autres jugeaient la Marianne trop austère. Ils voulaient une effigie plus souriante, plus conforme à l'image d'une république apaisée. Mais le directeur tint bon, soutenu par l'administration des finances qui voyait dans cette monnaie d'argent une carte de visite pour le savoir-faire français à l'étranger. Et en effet, la pièce de 20 francs Turin a circulé bien au-delà des frontières. En Suisse, en Belgique, au Luxembourg, on l'acceptait volontiers. Elle a même gagné les colonies, où elle servait aux échanges avec les populations locales. C'est dire si elle a voyagé. Le contexte monétaire de 1933 est lui-même passionnant. La France tentait de maintenir le franc germinal, hérité de Bonaparte, mais la pression inflationniste et la crise mondiale rendaient l'étalon mort intenable. Le pays vivait ses dernières années de monnaie stable avant les grandes dévaluations du Front populaire et de l'après-guerre. En possédant des pièces d'argent, les Français thésaurisaient une valeur refuge. Cela explique pourquoi tant de ces pièces ont disparu dans des bas de laine, puis ont été refondues ou perdues. Chaque exemplaire rescapé est un survivant d'un naufrage monétaire. Si vous êtes ce survivant, si vous avez la 1933, sachez que sa conservation doit être irréprochable. Investissez dans une capsule à joint torique qui la protégera de l'humidité et des gaz atmosphériques. L'argent se sulfure au contact de l'air, noircissant progressivement. Ce noircissement, la patine, est magnifique quand il est uniforme, mais il peut devenir inesthétique s'il forme des taches noires concentrées. Pour éviter cela, stockez vos pièces dans un endroit sec, à l'abri des variations de température. Ne les mettez jamais en contact avec du PVC souple qui dégage des gaz chlorés attaquant l'argent. Les matériaux inertes comme le mylar ou le polyéthylène sont recommandés. Si vous avez le moindre doute sur l'authenticité, vous pouvez faire appel à la Monnaie de Paris elle-même qui dispose d'un service de consultation. Pour les pièces exceptionnelles, ils peuvent délivrer une attestation. C'est un service payant, mais pour un trésor, c'est un investissement minime. Le laboratoire de la monnaie possède une collection de références et des techniciens rompus à tous les pièges des faussaires. Ils pourront comparer votre pièce avec les coins originaux conservés dans leur coffre. Il n'y a pas de meilleure garantie. L'émotion est à son comble quand je songe que cette pièce, frappée l'année où Hitler devenait chancelier, où Roosevelt lançait le New Deal, ou le dirigeable Hindenburg survoler l'Atlantique, peut encore se trouver dans un endroit aussi trivial qu'une boîte à gants de voiture, une poche de vieux manteau ou un pot de confiture rempli de ferraille. Le hasard fait si bien les choses, une erreur d'inattention, une transmission familiale opaque, et voilà un chef-d'œuvre de la numismatique transformé en vulgaire jeton de caddie. C'est pour cela que je vous invite à la vigilance. Regardez la monnaie que l'on vous rend, fouillez les vieux sacs, interrogez vos aînés non pas avec une avidité vénale, mais avec la curiosité de l'archéologue du quotidien. 30 000 euros, ces mots continuent de résonner dans l'air saturé d'histoire. Que feriez-vous avec une telle somme? Un voyage, un projet, un don? La question est douce, elle transforme un bout de métal en vecteur de possible. La pièce de 20 francs 1933 de Pierre Turin est tout cela à la fois. Un objet d'art, un document historique, un placement financier et un rêve éveillé. Elle unit le tangible et l'imaginaire, le poids du métal et la légèreté de l'espoir. Puissiez-vous, en fouillant dans vos affaires, croiser un jour son éclat blanc et lourd, ceint de sa couronne de laurier et gardé par son coq immortel. Et si cet éclat vous semble doublement puissant, si la pièce pèse plus lourd que toutes les autres, alors peut-être que l'aventure ne fait que commencer. Prenez-en soin. Vous pourriez bien avoir entre les mains non seulement un chapitre de notre histoire nationale, mais aussi les clés d'un avenir plus doux. La fortune est facétieuse, elle aime se cacher dans les choses simples. La pièce de 20 francs 1933, sous sa couronne de laurier, vous murmure à l'oreille que le trésor est parfois là, juste sous nos yeux, attendant que quelqu'un s'arrête enfin pour le regarder vraiment.